Apéro spécial conférence Est. Salut, comment ça va bien? Oh yo, ça va très bien et toi? Ouais, ça va nickel. Attention, Alors comme classique. ça, on s'approche gentiment de la fin de saison? Ben oui, c'est un grand classique que vous connaissez toutes et tous, ou alors vous venez de débarquer sur la chaîne YouTube qui va changer votre vie et on a quelque chose à vous raconter. Ceux qui sont là depuis longtemps, Alex, ils le savent. On avait déjà fait cet apéro par le passé. Lorsqu'on se rapproche des 4 dernières semaines de la saison régulière, il y a 10 choses à observer dans chaque conférence. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'était rigolo l'année dernière parce qu'on l'a fait un peu plus tôt que d'habitude. Ouais. On l'a fait fin février. Donc on était là genre, ouh, je suis impatient de voir le mois de mars de telle ou telle équipe. Bon, bref, comment dire? Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. C'est-à-dire que... Je pense que pour une fois, personne ne va pouvoir nous en tenir rigueur. C'est ça l'avantage. Ouais. 10 choses Parce que observées les sur pronostics 2020. de tout le monde ont sauté. Ouais, Voilà, c'est sur le clair. mois de mars. On était un peu en mode 10 choses observées, mais finalement sur toute l'année 2020. Ouais. Comme ça, on va être Sur le mois tranquille. d'août. C'est ça. 10 choses à faire cet été en NBA. Mais le concept, il est très simple. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien évidemment, on va vous expliquer ça. Vous prenez la conférence Est, vous prenez 15 équipes, vous prenez 4 dernières semaines, donc allez jusqu'au 15-16 mai. On va avoir l'équivalent de entre 15 et 20 matchs par franchise. Ça dépend comment vous avez été impacté par le Covid sur la première partie de saison. Et nous, on sort le calepin et on dit, alors ça... je vais le checker, sûr et certain. Ça, je vais y faire très attention. Alex, t'as pris des notes, bien évidemment? Bah bien sûr. Elles sont là. Hop. Elles sont là. Le calepin, il est de sortie. As usual. Comment? As usual. As usual, bien évidemment, le calepin, il est de sortie. Vous aussi, on le sait que cet apéro aussi, il avait bien fait kiffer la saison dernière. Dites-nous ce que vous allez surveiller, parce qu'avec 4 semaines, tout dépend de votre spot. Si vous êtes fan des Sixers, peut-être, Alex, que votre agenda est différent que si vous êtes fan du Magic. Donc il y a plein de trucs à surveiller. Il y a des équipes, il y a des tendances, il y a des joueurs, il y a des états de santé des infirmeries. Enfin, il y a pas mal de choses à observer là sur Il y a pléthore. les 4 semaines qui nous séparent des playoffs, les 3 semaines et demie qui nous séparent du play-in. C'est ça, du magnifique play-in tournament rempli de sel. Alex, regarde comment il est content, il le sait qu'entre moi, le... dès que je dis le mot play-in, je peux pas m'empêcher. C'est ça. J'ai le petit rictus qui T'as des muscles. vient. Ouais, T'as des ouais, muscles ouais, qui ouais, se façonnent ouais. au niveau du visage. Je rappelle que le Play-in Tournament est entre le 18 et le 21 mai 2021. Débarquement de sel dans toutes les régions de France et du monde. On vivra ça évidemment en direct tous ensemble. Je vais pas perdre de temps. Je vais dire évidemment aux gens de s'installer peinard et de nous sortir leur premier point. Alex, le dance floor is yours. Quel est le premier point que tu vas observer et que tu as noté? Les Knicks. C'est le premier truc que j'ai noté en préparant cette vidéo. J'ai noté le mot Knicks. Parce que plein de raisons. Ça. Ils sont en train de faire une très belle saison. Ça, c'est comment dire. C'est plus un secret pour personne. Ils sont au moment où on parle, on fait cette vidéo, je crois qu'ils sont 6e Tout à de fait. l'Est. Ouais. À égalité avec les Celtics. On va en parler peut-être des Celtics à un autre moment. Enfin, ils sont vraiment là, les Knicks. Ils viennent de faire plusieurs belles victoires. Ils sont sur une série de 5 ou 6 de suite. 6 victoires de suite. Ouais. Donc 6 de suite. Ouais. Ouais. Dont une à l'arraché là tout récemment contre les Pélicans de Zion, quand même. C'était quand même pas rien. C'est une assez belle victoire et tout, obtenue au forceps et tout. Il y a eu d'autres victoires qui ont été tout à fait maîtrisées. Les Knicks défendent bien. Les Knicks se battent. Julius Randle, alors là... On ne sait même plus quelle course c'est. Il est dans des clubs avec Larry Bird et... Et Nikola Jokic. Ouais, tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est un truc de malade. Ah. Donc, voilà. RJ Barrett. Bah, tu sais qu'RJ Barrett, il commence un peu à prendre son envol, à prendre de la place, à gonfler les pecs, comme on dit, quoi, clairement. Il fait parler son physique, il fait parler sa défense. RJ Barrett sur l'homme, ça commence à devenir un peu... pas une référence, faut pas exagérer, mais ça commence un peu à devenir... ok, alors attends, j'ai RJ Barrett sur moi, c'est moins, ouais. Il est long, il est dur au mal, il se bat, enfin tu vois, c'est moins la corrida que l'année dernière, qui est un peu compliqué pour lui. Sa deuxième saison, elle est tellement belle. Tellement belle. Et donc l'effet Tibbs fonctionne à merveille, l'effet Thibodeau fonctionne à merveille sur les Knicks, donc... Parmi les choses à observer pour moi sur l'Est sur ces dernières semaines, il y a la dynamique des Knicks. Est-ce que les Knicks peuvent entretenir leur dynamique actuelle pour arriver en play-off en mode... Bah bien sûr, on tape du poing sur la table. on joue les Hawks au premier tour ? Bien, bah cool.
bah on va aller en demi en fait. Et bah, genre, on se calme. Non mais on joue les Celtics, bon bah d'accord, on va les regarde jouer. droit dans les yeux. Exactement, on va les saouler quoi. J'ai envie de dire même avant ça, est-ce que tu es dans les 6 ou est-ce que tu joues le play-in tournament? Est-ce qu'il y a un play-in tournament au Madison Square Garden ou est-ce que tu regardes le play-in tournament tranquille parce que les Knicks de Julius Randle et de Tom Thibodeau, bah ils ont pas joué le play-in tournament cette année. Il y a pas dans les 6. Le dans les Heat, 6. Il est derrière. Exactement. Les Pacers, ils sont derrière. Bon, j'allais dire les Bulls, mais bon, évidemment, ils sont derrière. Les Wizards aussi, ils sont derrière ou pas? Ils sont derrière avec un grand D. Ouais, c'est ça. Les Wizards c'est pas aussi, le D de défense. Bref, oui, donc les Knicks ont une opportunité de rester dans le top 6. Ils sont sur une bonne dynamique. On va en reparler. Pour moi, le concurrent le plus sérieux de cette histoire, c'est quand même le Heat, je pense. Oui, bien donc sûr. On va en reparler, mais oui, qu'ils soient en play-in ou qu'ils soient en play-off directement, je vais vraiment être très attentif à leur dynamique, à comment Julius Randle évolue, à est-ce que RJ Barrett continue à monter en puissance, est-ce que Mitchell Robinson revient là pour le moment, avec Nerlens Noel, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Oui, mais enfin, si tu rajoutes un petit Mitchell Robinson dans la rotation, moi je dis pas non, perso. Tout dépend. Je crois pas que ce soit impossible, si j'ai bien suivi. Bien sûr. Il peut être là. Donc, voilà, tout ça, les Knicks avec un grand K, font partie des choses que j'ai observées très fort. C'est une des feel-good stories de cette saison, qu'on soit fan de New York ou tout simplement fan de basket ou même des gens qui surveillent le sport de loin, qui ont tout le temps étiqueté les Knicks avec la loose ces dernières saisons. D'avoir New York qui n'est pas juste en train d'essayer de gratter en effet un spot de playoff, mais qui peut être dans des équipes fortes, comme tu viens de le mentionner, au moment où la saison régulière se termine. C'est intéressant de voir quand tu parles de la dynamique là, avec ces 6 victoires consécutives qu'on avait regardé la pause du All-Star Break et New York faisait partie des équipes annoncées comme ayant un des calendriers de deuxième partie de saison les plus compliqués. Ça ne fait absolument pas peur à ce groupe qui a, derrière un Julius Randle joueur de la semaine, a été s'imposer à Dallas. Tu viens de parler contre les Pélicans. C'est aller jouer dans des grosses arènes. Il n'y a pas eu de tremblote. Lorsqu'il faut verrouiller un petit peu l'adversaire et ensuite exécuter en attaque, bah ça le fait. Il y a en effet un côté un peu dingue. Moi, je parlais là en rigolant du fait que Julius Randle, on ne sait même plus s'il est dans la course au MIP ou au MVP en fait. mais c'est vrai que lui, là, il est complètement possédé. Ouais, il est en très grande forme. Il a la confiance au max. Il y a des éventuels questionnements quant au leadership des Knicks, qui est vraiment le... Est-ce que Julius Randle est vraiment un franchise player d'une équipe qui passe plusieurs tours en play-off? Oui. Reggie Bullock va-t-il aller au Hall of Fame? N'empêche que Reggie Bullock fait une bonne saison, tu vois. Oui. Derrick Rose, ça sort du banc, ça fait le boulot. Même les Taj Gibson, ça fait le boulot aussi. Enfin, il y a beaucoup de joueurs des Knicks qui font le boulot. Il y a 2 jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent et qui sont en pleine confiance et qui peuvent vraiment, 2 papas de gauche là, qui peuvent vraiment driver cette équipe. Il nous manque quoi? Il nous manque un Madison Square Garden plein à craquer en gros quoi. Il manque ça, il manque Spike Lee, il manque James Dolan bourré au premier rang et il manque, on va dire peut-être un des garçons, je vais pas dire qui a souffert du passage au printemps, mais il y avait toute la hype Emmanuel Quickley en début de saison. Il y a eu un petit rookie wall aussi gentiment. Il y a eu un bon gros rookie wall. Il y a eu un bon rookie wall, je pense qu'on peut en parler et que en effet, si les Knicks seraient bien contents sur les 3 dernières semaines qu'il se passe quelque chose avec Quickley, c'est que le mec retrouve la patate, la confiance, parce que quand tu te ramènes sur des matchs décisifs comme ça et que Quickley te met 20 points en sortie de banc, c'est le genre de client, ça peut faire la diff. C'est bien. Maintenant, c'est vrai que Derrick Rose est performant aussi, ça aide pas Quickley. Donc non, mais les Knicks, moi à observer, à suivre de très très près. À observer de très près. Qu'est-ce que t'as de beau toi à nous proposer là? Écoute, j'ai évidemment 5 points pour ceux qui n'ont pas compris l'arithmétique. On a essayé de répartir 5 points pour Alex et 5 points pour Bibi. Donc je t'ai laissé les Knicks. Je ne vais pas parler de l'autre équipe de New York. Je vais plutôt me pencher un petit peu plus haut sur cette course. Je vais justement mettre le classement sous les yeux des copains et des copines qui nous regardent. Regardez ça, c'est magnifique. Ce qui va m'intéresser, c'est ça. Philly en 1, Brooklyn en 2, Milwaukee en 3. Il y a eu des modifications sur cette saison NBA, on le sait, elle est particulière. Mais il y a une chose qui ne bouge pas, c'est que lorsque tu es dans les 4 premières places de ta conférence et que tu te qualifies au second tour, le 2 et le 3, ils s'affrontent. Est-ce qu'on va être sur une demi-finale Nets-Bucks? Est-ce qu'on va être sur une demi-finale Sixers-Nets? Est-ce qu'on va être sur une demi-finale Sixers-Bucks? Je vois les fans des Knicks qui me disent très certainement et nous alors? On peut tout à fait être en demi-finale, pourquoi pas? Allez-y, je vous en prie. Mais tu vois Alex, quand je regarde ce trio qui est vraiment
head and shoulders above the rest. Je veux dire, il y a vraiment les Sixers, les Nets et les Bucks, et ensuite le reste de la concu. Allez, on va attendre peut-être un retour des Celtics et du 8 s'ils préchauffent, mais il y a un gap entre ces 3 équipes. Malheureusement, on en a parlé depuis des mois, il n'y a que 2 tickets pour la finale de conférence. L'équipe qui est, selon moi, première de sa conf, là en l'occurrence c'est Philly, mais Brooklyn n'est pas loin. Tu as l'assurance quelque part de pouvoir jouer une équipe comme Atlanta, Boston ou New York en demi. T'es plutôt confiant. Par contre, putain, si t'es les Nets, que tu dois affronter les Bucks, l'équipe qui va devoir affronter en fait les Bucks qui sont pour le moment à 22 défaites, donc il y a un petit écart. Tout petit peu, voilà, exactement. Les Bucks sont... Le plus probable pour les Bucks, c'est d'être 3e. C'est ça. Et si t'es Philly ou si t'es les Nets, et que t'as encore une vraie belle chance donc de finir premier... Ah bah tu fonces. C'est pas que les Bucks peuvent pas finir premier. Sur un gros run, les Bucks peuvent finir premier, attention. Tout à fait, tout à fait. C'est pas fini. Il reste suffisamment de matchs, on va dire. Maintenant, ils ont quand même, je crois, 4 matchs de retard, là, tu as montré le classement. C'est ça. Sur Philly. Il y a 22 défaites pour les Bucks et 19 pour les Nets et 18 défaites pour les Sixers. Voilà, c'est ça. Moi, ça me passionne cette course parce que franchement, on sait qu'il va y avoir une demi-finale entre ces équipes-là, quoi. Personne va chuter. C'est pas comme si les Hawks allaient remonter, qu'on allait être là, genre Bucks Sixers entre le 1 et le 4 en demi-finale de conf, ça n'a pas de sens. C'est trop loin, les Hawks, ils sont encore 4 matchs derrière les Bucks. C'est ça. C'est ce que je veux dire, genre c'est compliqué, quoi. Et je pense que Alex, on est d'accord pour ces 3 franchises, Sixers, Nets et Bucks, une phrase. Nous ne sommes pas allés en finale de conférence minimum cette saison. C'est un scandale pour une de ces équipes. C'est pas une belle phrase, ça c'est clair. Et malheureusement, il va y avoir une réalité à s'affronter. Quelle est l'équipe pour laquelle ce serait potentiellement le plus acceptable ? On en avait fait un apéro, c'est marrant que tu poses la question. On avait fait un apéro Sixers. parce que Boston était dans ce groupe-là il y a quelques semaines et on avait parlé du fait que Boston avait enchaîné les finales de conférence et on se disait, peut-être que pour Boston, ça pourrait être acceptable parce qu'il y a une transition. Sur le groupe Sixers, Nets et Bucks, j'ai le sentiment que les Sixers, peut-être, peuvent accepter d'aller uniquement en demi-finale, mais franchement avec un Embiid comme ça, où t'as été premier de la conf. Tout à fait. Autre chose d'intéressant aussi, si t'es premier, tu vas jouer le 8e. Ouais. Ok. Si t'es deuxième, tu vas jouer le 7e. 7e qui sortirait du play-in. Tout à fait. Aujourd'hui, le 7e, c'est le Heat. C'est ça. Bon, il faudrait voir si le Heat sort du play-in. Le Heat, pour sortir du play-in, là, aujourd'hui, il faudrait qu'ils battent les Hornets. À aujourd'hui. Tout à fait. C'est quand même de leur corde. Ça veut dire qu'après, t'es deuxième. Mettons, tu gardes le classement actuel, là. T'es deuxième, donc t'es les Nets. Faut que tu te bouffes le hit d'entrée, mon pote. C'est ça. Tu sais que rien que ça, déjà... C'est relou, hein. Sans même parler de la demi-conf après, rien que ça, déjà, c'est relou. Bien la sûr. Première place, elle vaut très, très cher dans cette conférence. Ouais. Et cette course, du coup, moi, va me passionner parce que c'est pas comme s'il y avait une espèce de ratio, tu vois, où on se dit, il faut que les Sixers vraiment chutent. On a des soucis de blessure pour du Tobias Harris. Et en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes sur des joueurs. Tobias Harris, Ben Simmons. On a vu Chef Curry faire une dinguerie complète à Philadelphie. On sait que Joel veut garder cette place de numéro 1 aussi dans la course au MVP. Donc bref, les 3 top dogs de la conférence Est, moi, ça va me passionner parce qu'il va falloir s'affronter en demi, en fait. C'est chaud. Ouais. Alex, je te rends la parole. Toi, quel est ton deuxième point ? Du coup, je vais enchaîner par rapport à mon premier point et à ton deuxième point. On en arrive tout naturellement à l'infirmerie des Nets. Ah bah oui. Là, je vais la suivre de très près, celle-là. Parce que le copain barbu, là, combien de matchs là, qui joue pas ? Le barbu, le barbu des Nets, quoi. Le barbu, monsieur Jacques Ardant. C'est ça. Ça fait quelques matchs, là, déjà un petit paquet de matchs qui jouent pas. Alors, ils sont précautionneux. On comprend bien que la blessure, c'est aux adducteurs, je crois, les ischios. Ouais. Est un petit peu plus relou et un petit peu plus longue à se soigner que prévu. Ça va, il y a encore du temps. C'est musculaire, a priori, avec du repos, ça va revenir. N'empêche qu'il ne faudrait pas que ça traîne trop quand même, parce que James Harden, même s'il est très très fort, ça lui ferait pas de mal d'avoir un peu de rythme, surtout si t'es que deuxième et que tu dois te bouffer des hits ou des je sais pas quoi dès le premier tour. Les Knicks, possible. Ouais, ou les Knicks. Oh là 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 là. Là, le combat. Enfin, tu vois, genre. Il existe ce scénar, un 7-2. Mais bien sûr qu'il existe de ouf, ce scénar. Même les Celtics, il existe le scénar. Donc attention. Même, je sais pas, moi, d'autres équipes bien énervées qui débarqueraient du play-in. Ouais. En gros, tu as une vraie possibilité qu'en numéro 2 de la conf. Ce qui n'est pas sûr que les Nets restent numéro 2. Ils sont numéro 2 aujourd'hui, donc je me projette comme ça. Et ils peuvent tout à fait le rester. En numéro 2 de ta conf, il est possible que ton premier tour et ta demi soient compliqués. Donc,
l'infirmerie des Nets, à mon avis, est l'un des principaux facteurs de réussite pour cette équipe. Si James Harden et Kevin Durant sont à 100% quand tu arrives là vers le 20 mai, là, dans un mois, bon, on te dit tu dois jouer le hit, tu vas dire bah ok, bah allons-y, envoyez le hit, on va voir comment ils défendent sur Kevin Durant, sur James Harden, on va voir comment ils font en fait, tu vois. On va essayer de mieux exécuter en fin de match pour cette fois, comme on dit dans le jargon. Ouais, mais il y avait qui sur le terrain pour exécuter? Bien sûr. Et je suis obligé de faire la blague parce que les pauvres fans des Nets, ils se souviennent, dès qu'on dit aller affronter le hit, il y en a qui disent non, mais c'était chum, là, ils se font assassiner par Adebayo et tout. Oui. Enfin bon, Kevin Durant se blesse en début de match et James Harden n'était pas là. Tout à fait. Donc bon. Et KD était sur un début de match de... KD, pardon, mais moi je l'avais en TTFL, tu vois, j'ai fait 13 en 3 minutes. J'ai fait 13 en 3 minutes. Et t'as fait 13 en 48. Ça démarre bien. On était en train de regarder la prolongation des Knicks contre les Pels. Ouais. Et puis moi je regarde comme ça, je vois la box score, j'ai Kevin Durant, écoute, franchement, 3 tirs, tout est dedans, enfin tu vois. Bref. Pourquoi ça bug? Bref, pourquoi il n'y a plus de minutes? Qu'est-ce qui se passe? Merde. Bref, bah lui c'est pareil. Ouais. Alors lui il a eu pas mal de problèmes de blessures, finalement il n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison, là il revient à peine revenu. A priori c'est pas trop grave là, hein. C'est un choc genou contre genou. C'est une petite béquille, une petite contusion éventuellement. Donc normalement, on ne devrait pas trop tarder à revoir Kevin Durant sur les terrains. Mais j'ai envie de dire, il y a intérêt. Ces Nets ont besoin que leur star joue, que leur star prenne du rythme et que leur star ne soit pas blessée, que leur star soit le plus près possible des 100% dès le premier tour. Bien sûr. L'infirmerie des Nets est un énorme facteur. Ouais, je pense que c'est d'ailleurs une des infirmeries que toute la NBA d'ailleurs surveille. Il y a des infirmeries, on va en parler dans une autre conférence, où il y en a une qu'on surveille de très très près, elle est toute jaune et violette, je sais pas si tu connais la déco, il y a des bagues, il y a des serpents et tout, etc. Ouais, il y a des monosourcils, des rasoirs Wilkinson, etc. Bon, on la surveille très très fort. On la surveille très très fort, mais c'est vrai que l'infirmerie des Nets, toute la NBA essaie de voir ce que ça donne, parce que celle-là, ceux qui en sortent à 100%, ça fait basculer la hiérarchie de la ligue. Donc c'est très clair qu'il faudra surveiller. Il y a des gens qui ont vraiment regardé la KD sortir du terrain et qui se sont dit attention à ce genre de blessure à 3 semaines, des choses sérieuses, parce que oui. il faut être à 100% quoi, pour battre les. Et puis on le sait Bucks très bien, le Heat ou les Celtics ou les Knicks, surtout le Heat et les Knicks d'ailleurs, sont des équipes qui, si elles doivent jouer les Nets dans un premier tour de playoff, c'est quoi la stratégie? Ah bah tu vas jouer dur. C'est hein. évident, non? Ouais, bien sûr. Tu donnes tout, tu rentres dedans, tu joues dur, tu défends fort, t'envoies les intérieurs au mastic, tu demandes à tes extérieurs d'être sur l'homme de ouf et voilà, et tu cibles Harden et Kyrie quand t'attaques. Hein. La stratégie, elle est pas, comment dire, sur le papier, la stratégie, elle est tout droit, quoi. Après, attention, ça veut pas dire que tu gagnes la série. Hein. Non, ça veut dire que c'est à ça que les Nets doivent s'attendre. Et pour ça, ils vont avoir besoin d'être à 100%, ouais. C'est clair. KD et Harden parmi les joueurs les plus chauds à surveiller. On veut du retour à 100% parce qu'en plus la dernière fois, Alex, qu'on a vu Harden, Kyrie et KD jouer sur le même parquet dans la même équipe, j'arrive même pas à me souvenir du match que c'était. Bah non, le problème ça va être aussi ça pour les Nets, c'est que si possible ça traîne pas trop pour Harden et KD, comme ça tu peux les mettre sur le terrain ensemble et commencer un peu pour Steve Nash à voir c'est qui les pièces que tu mets à côté, c'est quoi? C'est ça. C'est Jeff Green la bonne pièce, c'est Claxton? C'est quoi la troisième pièce externe? C'est Joe Harris? C'est Bruce Brown? Tu vois, genre, tu as besoin en fait de... Dans un premier tour de playoff un peu relou, et pire encore, dans une demi de conf éventuelle contre des Bucks ou je sais pas quoi, c'est pas là que tu dois faire des réglages. Hein. Enfin, non, c'est pas simple. Ouais, et il faut pas... James Harden a joué au Game 1, mais en fait, il est absent du Game 2. Il a pu jouer le 3, mais une demi-mi-temps. Et puis après, il a joué complètement le 4, mais les Nets sont menés 3 dans la série. Et puis Steve Nash, je sais pas quoi faire de tel joueur. Et... Donc attention, après, sur le papier, en termes de talent... Personne va aller chercher. Ils ont peur de personne. Hein. Non, clairement. Hein, donc voilà, l'infirmerie des Nets. On les veut à 100%, bien évidemment. Eh bien, écoute, après avoir parlé évidemment de nos amis, on continue sur les belles transitions. Là, on avait parlé du top de la ligue. Je disais que notamment le trio 1-2-3 Nets, Sixers, Bucks me fascinait. Bien évidemment, là on a parlé pas mal du play-in tournament et c'est un terme qui va revenir à fond sur ce play-in tournament. Il y a notamment un duo d'équipes que je vais surveiller sur les prochaines semaines. On a vu les Pacers qui ont perdu Miles Turner à durée indéterminée. Elle fait mal cette nouvelle. Beaucoup d'absents du côté des Pacers. Les Pacers aujourd'hui ils sont 9e et il y a une équipe qui est 11e en ce moment et qui va à la vitesse de son meneur. Je ne sais pas si tu connais Russell Westbrook. Les Wizards ils sont à 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Ils sont sur 5 victoires consécutives. Bradley Beal et patate. Westbrook et patate, il commence à avoir le retour de certains garçons. En fait, moi, la question, elle est simple. Est-ce que les Wizards, c'est le genre d'équipe que tu ne veux absolument pas
affronter dans un play-in tournament avec 2 leaders qui ont une certaine expérience, qui sont capables de faire des énormes performances. Je veux dire, là, quand tu affrontes si t'es les Wizards et tu dis on affronte soit les Bulls, soit les Pacers, soit les Hornets, tu y vas. Sur un match ? Tu y vas. Sur un match, tu y vas. Et Westbrook, il dit les gars, follow my lead et limite tes favoris. En tout cas, avec aujourd'hui. Bradley Beal, t'as le meilleur joueur du match. Et t'as le meilleur joueur de la série. Voire les 2 meilleurs joueurs du match. C'est ça. Et donc après, on sait qu'il y a un niveau d'incertitude, il y a Scott Brooks, il y a une défense... Il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude avec un I majuscule. Je te confirme. C'est ça. Parce que t'es pas à l'abri que ce soit les défenses poreuses et que ça se dribble sur les pieds, etc. Mais par contre, les Wizards, s'ils arrivent à sneaker là, à s'intégrer dans ce groupe 7, 8, 9, 10... Eh bien, attention, parce que là, Washington, ça peut être le genre de story, tu le sais. Là, ça peut être complètement dingue. Westbrook, il dit, les gars, on a quoi ? Attendez, on a 3 jours où on doit gérer, et ensuite, on joue les Sixers au premier tour ? Ou les Nets ? Pardon ? Excusez-moi ? Non, c'est sûr. C'est sûr. Donc, c'est sûr. Les Wizards, avec ce système de play-in, qui fait l'unanimité, comme on a pu le constater ces derniers temps. Ils sont à égalité avec les Bulls, je montrais juste le classement là. Ouais, donc là on voit les jolis petits traits, ouais c'est ça, on voit les jolis petits traits du classement ESPN, c'est magnifique là, le trait de 7, 8, 9, 10 là. Le trait de sel, la bonne ligne de somme. Ouais, ils sont à égalité avec les Bulls, ils sont pas si loin que ça des Pacers. Et les Pacers, je t'ai dit, ouais, en effet, là, ils peuvent jouer avec quasiment personne, il n'y a pas de Turner, il n'y a pas de Levert. Après, Hornets et Heat, on va en parler, ont quand même un petit matelas un peu plus confort, mais attention, on parle quand même d'équipes qui ont encore une quinzaine de matchs à jouer. Ouais. Donc il y a encore de la place pour en gagner. Tout va dépendre aussi du rythme auquel vont continuer les Wizards. Ouais. Il leur en reste 15. Est-ce que les Wizards en gagnent 5 ou est-ce qu'ils en gagnent 11 ? C'est ça. Parce que c'est pas la même. Et c'est totalement ce qui me fascine, c'est qu'il y a un côté scénario Washington, ils sont rentrés dans le play-in extraordinaire. Et puis tu as aussi le scénario Washington termine à la porte du play-in tournament suite aux 3 matchs perdus de suite au buzzer, suite à une défense désastreuse et des temps morts mal gérés. C'est ça exactement, où ils ont été à Dallas et à Denver et puis ils en ont encaissé 143 à chaque fois. Et c'est pas passé, c'est ça. Ça peut être totalement probable pour une équipe qui, désolé sur le papier, a en Beal et Westbrook 2 joueurs qui doivent jouer minimum le play-in tournament. Donc c'est le rush là. À mon avis, ils ont les 2 pieds sur l'accélérateur. Ils vont vouloir aller chercher les Pacers et les Bulls. Ça va être assez fascinant, je pense. Si t'es les Pacers, si t'es les Bulls, mais même si t'es plus haut là, que t'es dans les places 7-8, les Hornets, tu dis, va falloir jouer les Wizards, tu sais. Bien que t'as pas envie. C'est sûr t'as pas envie, c'est sûr que c'est une bonne gueule d'équipe piège. Ouais, c'est un peu l'affaire de merde. Je regardais juste pour terminer, excuse-moi par curiosité totale, j'improvise, au-delà du fait que nous allons avoir quand même un magnifique petit Wizards Warriors ce mercredi soir pour ceux qui aiment le spectacle avec Steph Westbrook et Bradley Beal. Ça c'est le match des pyromanes avec un grand P quoi. Tu crois que ça va être fun ? Non, juste je surveillais, voilà, de tête je le dis parce que je l'ai sous les yeux, ou plutôt à l'oral pour ceux qui sont en train de nous écouter en train de faire la vaisselle. Les Wizards le 6 mai à Milwaukee, le 7 mai à Toronto, le 9 mai à Indiana, le 11 mai à Atlanta, le 13 mai à Atlanta. En gros, ces 5 matchs-là, ils sont die hard. Il faudra surveiller ça de très près. Les Wizards, ils sont dans mon viseur, mon cher Alex. Point suivant ? Ouais. Point suivant. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais continuer. New York encore ? Puisque tu es dans ces histoires de play-in et tout, je vais prendre l'autre aspect. Je vais prendre le Heat. Ouais. Aujourd'hui, le Heat est 7ème au moment où on fait cette vidéo. Le Heat est en dents de scie cette saison. Je crois que je peux quand même dire ça sans problème. Le Heat a eu pas mal de soucis, de blessures, de Covid. Ils ont une saison bizarre, faut le reconnaître. Entendu, ouais. C'est compliqué et tout dans tous les sens. Compliqué ou pas, le Heat est toujours là. On les connaît, on commence à connaître la bête, un peu comme on dit. Quand tu regardes ton classement là, de tout à l'heure, là, tu te rends compte que autant le Heat n'a pas tant d'avance que ça sur les Hornets 8e, on va peut-être reparler des Hornets, mais le Heat n'est pas loin de Atlanta en fait, qui est 4e. Bien sûr. Il y a un match et demi. C'est pas grand-chose, tu vois, un match et demi. Ah non. Donc là, clairement, le Heat fait partie des équipes que je vais suivre en global. Un peu comme les Knicks, c'est-à-dire en termes de dynamique, en termes de comment l'infirmerie est vidée, comment Jimmy Butler est-il à 100%, Adebayo est-il à 100%, Oladipo. Goran Dragic, Oladipo, enfin il y a du monde là, il y a du injury prone dans l'équipe, donc il va falloir
non seulement comment ils sont à 100%, comment ils jouent tous ensemble, si tant est qu'on les voit un peu tous ensemble, pour voir un peu quel hit on a. Est-ce qu'on a un hit qui, va avoir du mal à résister au gros là, de l'Est, ou est-ce qu'on a un hit qui va se présenter pour la 2e année de suite en play-off en mode gros piège à gros. Ouais. Il y a 2 fois gros dans ma phrase, mais vous m'avez compris. C'est un classique. Donc ça va être intéressant. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de leur capacité à défendre dur. Clairement, quand tu as Oladipo, Jimmy Butler, Bam Adebayo, André Iguodala, Trevor Ariza et tous ces gars-là, tu as moyen de proposer, et Eric Spoelstra comme coach, attention, tu as moyen de proposer des trucs ultra chiants, même pour les Sixers, carrément, ça peut être très chiant pour les Sixers, qui ont une attaque certainement la moins variée entre les 3 gros, mais même pour les Bucks, on l'a vu l'année dernière, il faudrait voir cette année, et même pour les Nets, ça fait partie des équipes avec beaucoup de gars capables de switcher, beaucoup d'intelligence, beaucoup de dureté, qui peuvent être très chiantes à jouer si tant est que t'es en forme, t'es à 100% et t'es dans une bonne dynamique. Ouais. Donc le hit, moi, je les kiffe bien. Je les kiffe grave bien. Mais cette année, c'est un peu en dents de scie. Je sais pas quoi en penser aujourd'hui. Tu vois, on est déjà le 20 avril. Ouais. Je sais pas quoi en penser. Quoi. Bah, tu vois, moi, ce que j'en pense en tout cas, c'est qu'il y a une phrase qu'on a répétée 10, 15, 150, peut-être 287 fois sur cette chaîne. C'est que tu peux pas appuyer sur le bouton on-off comme ça. Donc le hit... finaliste NBA l'année dernière, on avait vu la dynamique aussi, on savait ce que c'était, de se ramener dans la bulle où il y avait eu des déclarations de Jimmy Butler, on voyait le monstre se créer, monter en température. Là, tu le sais, tu l'as dit et répété, on ne peut pas avoir un hit qui, allez, 10 jours avant la fin de la saison régulière, soudainement retrouve tout le monde, trouve des automatismes, tu affrontes les Nets, c'était confiant. Non. C'est juste pas possible. Plus que ça. Il va falloir un peu plus que ça. Il faut notamment qu'il y ait quelques matchs références avec des grosses victoires. Là, ça a été le cas. Et encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, les Nets, il n'y avait pas un effectif complet, mais il y a eu quelques grosses victoires de Miami sur le début de saison, lorsqu'il y avait le déplacement des Bucks à domicile. Mais c'était il y a tellement longtemps. On a envie de revoir ça tout à fait avant la suite. J'ai l'impression que ils ont envie d'être sneaky un petit peu comme ça, de se ramener peut-être au play-in tournament et dire genre ok, bon, si on arrive aux places 4-5, pourquoi pas, mais le hit peut se retrouver dans une situation où ils disent oh bah tiens, on affronte, justement, tu disais tout à l'heure, on affronte les Hawks au premier tour, ou les Celtics, et en fait sur cette série, ils arrivent à outplay l'adversaire parce qu'ils ont Brad Stevens, ils ont Eric Spoelstra qui fait un travail d'anticipation et de stratégie de malade, mais tellement irrégulier le hit cette saison que c'est compliqué de les projeter sur les playoffs. Compliqué. Donc là, on a 4 semaines, quinzaine de matchs, il y a du rythme à trouver, et il y a des automatismes à mettre en place, il y a un Oladipo à intégrer, il y a un Butler à retrouver à 100%, il y a beaucoup de paramètres qui vont beaucoup m'intéresser là sur les 3-4 prochaines semaines. Ouais, bien sûr, une liste plus grosse avec de plus nombreux tirets dans les interrogations que les certitudes, quoi, du côté du vide. Oui, clairement, je suis Spoelstra, je fais merde. Attends, Oladipo, ça, je peux pas te le garantir. Comment je joue avec Oladipo et Butler? Tu vois, genre, comment je joue avec Oladipo et Butler? Est-ce que j'ai un meneur à côté d'eux? Ou est-ce que l'un des deux, de toute façon, aura la balle dans les mains? C'est une vraie question. Ah, bien sûr, du coup, qui c'est qui shoot quand j'ai Oladipo et Butler? Non pas qu'Oladipo et Butler savent pas shooter, mais ce ne sont pas des snipers. Non, donc il me faut quoi? Il me faut Duncan Robinson obligatoirement, Tyler Hero, c'est Ariza qui va devoir mettre ses 3. Quel est le Comment tu fais en fait, tout simplement. Il y a pas mal de questions. Ouais. Je suis bien d'accord. Écoute, j'essayais juste de me remettre certaines petites stats sous les yeux parce que le garçon dont je vais parler maintenant, voilà, il est là sous mes yeux. C'est dans les breaking news, notamment qui sont tombés en ce début de semaine. Certains l'ont observé, ça avait été annoncé par les Hornets directement, le fait que monsieur LaMelo Ball allait pouvoir rejouer sur cette fin de saison. On va pouvoir reprendre un petit peu de sauce LaMelo, Alex, avant la fin de la saison régulière. Encore une fois pour des Hornets qui essayent de se maintenir dans ce range de play-in tournament. On va voir si sous la pression des Wizards, des Bulls ou d'autres équipes comme le Heat justement, ils vont tenir. Exactement, on croise les doigts. J'espère qu'ils vont tenir. Moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Ils font kiffer, Je suis pro Hornets. Bah, c'est sûr que sur cette saison, en tout cas, ils ont été tellement kiffés, ils ont été tellement kiffants à regarder. Tellement pas vu à ce niveau.
Et bah moi non plus, et d'ailleurs qui les avait vus aussi bons, peut-être même les fans des Hornets se disaient les gars on est en transition temps mort, mais t'as LaMelo Ball qui fait partie, quand tu regardes la saison 2020-21, il est impossible de la dessiner sans avoir un LaMelo Ball dans un corner, ou balle en main. Il fait partie de cette grande histoire de la saison NBA 2020-21, on a tous été dans le bad quand on a appris que c'était fait mal au poignet, là ça y est, il y a eu les examens, ils ont dit c'est ok, on a enlevé la telle, ils espèrent d'ici 7 à 10 jours qu'ils puissent revenir. Bon, ça va nous laisser 2 petites semaines, 2-3 semaines, mais en fait, LaMelo Ball qui revient, c'est du jeu ultra excitant. C'est aussi, je pose la question, peut-être un petit peu trop tard dans la course au rookie de l'année. Il a 41 matchs de jouer. Il avait une claire pole position dans la course au rookie de l'année avant de se blesser. Je veux dire, j'adorais Tyrese Haliburton et Anthony Edwards, mais quand même, Alex, LaMelo Ball, il était leader dans la course. Pole position. Est-ce que là, s'il revient et qu'il joue une douzaine de matchs, est-ce que c'est assez pour remettre un petit peu un coup dans la tête des votants ? Peut-être. Je sais pas. C'est pas sûr. Ça peut dépendre des résultats collectifs des Hornets. C'est ça. Les Hornets ont perdu des matchs, évidemment, en l'absence de LaMelo Ball. Ouais. Mais ils en ont gratté quelques-uns. Qui leur permettent d'être encore 8e aujourd'hui au moment où on parle. Ah, ils sont à l'équilibre, ils sont 28-28. Merci les Raptors, merci les Pacers, merci les Bulls aussi, parce que, attention, ça a chié. qui a profité du truc. Tout à fait, parce que les Hornets étaient sur 4 défaites consécutives pendant ce temps-là, donc c'est clair que ça n'a pas profité. Les Bulls, ils regardaient mince, on a encore perdu, dis donc. On va attendre un peu avant de gagner. Comment on va faire pour aller en play-off alors ? Enfin, le trash talker, ça fait son effet depuis ce week-end quand même. Oui, il leur faut ça. Ouais. Il leur faut du trash talker, ça. Mais LaMelo, en tout cas, c'est clair que lui, déjà, il va m'exciter sur le terrain parce que sur le début de saison pro, c'est dingue. Ouais. Pardon, vas-y. Non, mais en effet, c'est juste une très bonne nouvelle. Et juste pour terminer sur LaMelo Ball, tu sais qu'il y a des gars comme ça, la première fois qu'ils vont en playoff, on sait pas ce que ça donne. Genre, ça donne quoi LaMelo Ball sous la pression sur un match de 48 minutes? Ça donne quoi en fait? En play-in. Ouais. Tu sais, la vieille story à la con, là, tu t'es tapé un triple-double de LaMelo Ball avec Terry Rozier qui a été complètement survolté parce que son point guard il est revenu et Devonte Graham est en sortie de banc. Je sais pas, il y a un truc qui m'intrigue grave dans cette course au rookie de l'année. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la course au rookie de l'année. C'est surtout une très bonne nouvelle collectivement pour les Hornets qui vont retrouver, franchement, j'ai pas trop peur de leur dire, leur meilleur joueur. Avec Terry Rozier, oui, gros potentiel. Terry Rozier fait une belle saison. Il fait une pure mais saison. En termes de potentiel, LaMelo Ball, là, il pique quand même fort là. On peut pas le nier. Je te rappelle qu'on a fait un apéro où ESPN les a mis top 3 des meilleurs joueurs de moins de 25 ans de tous les temps. C'est pareil, ça. Les mecs, ils le mettent devant Tatum et devant Booker. Bien sûr. Tout à fait. Pardon. On a hésité avec Luka. C'est ça exactement. Genre Zion, LaMelo Ball, Luka. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois, doucement. Mais en tout cas, pour les Hornets, c'est une super bonne nouvelle. Leur jeu est ultra excitant. Pour James Borrego, qui fait un magnifique travail de coach, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Donc à suivre, LaMelo Ball. Ouais. À suivre monsieur LaMelo Ball, évidemment, du côté de Sacramento et surtout de Minnesota, ça commence à transpirer à grosses gouttes. Et merde, il revient, le gamin, là, avec sa touffe dans la course au rookie de l'année. Moi qui pensais qu'Anthony Edwards allait run away avec le trophée. Moi, je dis attention. Point suivant, Alex. Kemba Walker et les Celtics. Mm-hmm. Ça va mieux, même si là tu viens de perdre contre Chicago, si je dis pas de bêtises. Mais ça va mieux quand même dans le jeu et aussi dans les résultats, parce qu'avant cette défaite contre Chicago, tu avais 6 victoires d'affilée. Attention, Jason Tatum, l'autre, voilà, quoi, Michael Jordan. Michael Jordan qui prend des 3 points, quoi. Donc, ou Kobe Bryant, allez, comme vous préférez. Bref, il était en feu, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris la métaphore. Il a beaucoup porté son équipe, pourtant Jaylen Brown a eu quelques petits soucis de santé. Robert Williams n'est pas là. Par contre, Kemba Walker a... Comment ? Vavan, tout à fait. Covid protocole, exactement, tout à fait. Donc, non seulement les Celtics là, n'ont pas l'effectif au complet, mais ça les a pas empêchés de gagner. En plus, on a vu Kemba Walker qui pointe le bout du museau, là, petit à petit. Qui retrouve un petit peu de Kemba attitude. Et c'est pas pour me déplaire, ça fait un bien fou aux Celtics. Ça aide beaucoup Marcus Smart, qui a beaucoup moins besoin de porter la balle et qui peut se focus en mode catch and shoot en attaque et pitbull en défense. Et ça lui va très très bien. Il n'y a pas de blessure grave, il n'y a pas vraiment de trucs de santé incroyables dans tout ce que j'ai dit, là, les Robert Williams, les Jaylen Brown et tout, si je dis pas de bêtises, tu vois. Non, ça doit aller, il faut surveiller, mais ça va aller. Niva Van et tout, ça devrait revenir là dans les 8, 10, 12 prochains jours. Ils vont donc avoir 2-3 semaines pour se mettre en route, continuer collectivement. Brad Stevens commence à avoir un peu une vraie profondeur de banc, des choses intéressantes et tout à mettre en place. Ils sont dans le top 6 aujourd'hui, il faut y rester. Ça va être leur objectif très clair
de gratter au maximum vers le haut. Hein. Je l'ai dit, Atlanta est pas du tout hors de portée de ces équipes-là. Hein. Pas du tout. Ils sont même dans le même mouchoir, en fait. Donc ouais, alors là, très intrigué par les Celtics, parce que moi, je crois beaucoup en cette équipe. Je crois beaucoup dans le coaching de Brad Stevens. Et même si cette équipe a fait une saison que je qualifierais de décevante en termes de manière, principalement, et de résultats aussi, je pense qu'elle peut être très dangereuse si elle trouve la bonne dynamique là, parce qu'elle est réellement bien coachée. Il y a beaucoup de talent, on l'oublie à chaque fois, mais il y a du vrai talent, offensif et défensif. Il y a de la polyvalence et il y a surtout un noyau de joueurs qui a beau être jeune, mais qui connaît déjà bien les playoffs. Non, c'est clair, en termes d'expérience. On les attendait dans le top 4. Hein. À ça, genre Vavan, quand est-ce qu'il revient ? Ah oui, on les attendait dans le top 4 complètement. Vavan, quand est-ce qu'il revient ? Robert Williams, impatient. Moi, j'ai beaucoup aimé sa prise de position en pivot titulaire. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que c'est le pivot qui peut vraiment être intéressant, en tout cas pour les Celtics. Donc, voilà un peu ce que j'avais noté. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais, ils ont trouvé un peu de rythme. C'est quelque chose qui peut faire des résultats en play-off. Ouais, ils avaient été notamment, il y a eu le match, bon, on a vu évidemment ce que ça donnait contre Golden State, on a vu ce que ça donnait aussi à Denver, là, dans ce match où ils sont censés être complètement enterrés vivants et où ils font un run monumental pour revenir. Hein. Il y a eu un petit peu de fighting spirit, c'était pas mal. En effet, Kemba, si les stats ne vous semblent pas incroyables, parce qu'il y en a qui peuvent se jeter sur les stats, mais surtout dans le jeu où Kemba commence à retrouver certaines formes, c'est assez agréable à regarder. On a eu aussi des garçons qui ont fait des beaux apports. Il y a Romeo Langford en ce moment défensivement qui essaye d'apporter des trucs. Pour le coup, c'est cette équipe en effet qui a enchaîné les finales de conférence et j'avais pu en discuter avec certains fans de Boston qui se disaient bon, on est en transition donc c'est pas grave. Il n'empêche que quand tu écoutes à mon avis Brad Stevens et Danny Ainge, les mecs se disent non, on va pas se satisfaire juste d'un premier tour où en fait on a affronté les Bucks parce qu'on était 6e et que eux ils étaient 3 et on s'est fait rouler sur la gueule. À mon avis, ils ont juste envie de monter en effet en température sur les prochaines semaines et voir ce que ça fait si tu peux chatouiller parmi les gros en fait. Ouais. Parce que tu peux la 4e place, elle est pas hors de portée. Hein. Ah, tout à fait. Si tu continues à jouer comme ça, tu peux y arriver. C'est possible. Et l'équipe, comme on l'a dit, vu la gueule du top 3, c'est l'équipe qui est 4e. Elle pensera pas encore à la demi-finale, mais elle pourra dire moi j'ai passé un tour. Moi j'ai passé un tour parce que j'ai évité les gros qui sont aux places 6, 7 et 8. Quoi. Et puis, sur un malentendu avec des blessures, tu te retrouves à jouer Philly en demi et t'as ta chance en fait. C'est ça. Pour une équipe qui est habituée aux finales de conférence, Boston, c'est clair, il faudra surveiller ça de très près. Justement, j'ai une belle transition avec ça. Vas-y. C'est mon 4e et avant-dernier point. C'est notamment concernant ces joueurs dont on va reparler très très fort, Alex, fin juillet, début août, puisque pour certains qui n'auraient pas vu l'information, ça y est, on a eu les infos. La Free Agency ouvrira ses portes le 2 août avec une signature officielle des joueurs à partir du 6 août, mais on peut commencer à avoir des breaking news la nuit du 2 août, et donc forcément, il y a des garçons, on n'en parle pas forcément là, maintenant, parce qu'on est dans le feu de la course au play-off, mais si ça se trouve, on se retrouve le 25 mai et on se dit « Oh mais merde, mais attends, c'est le dernier match de Kyle Lowry là qu'on a vu en carrière avec les Raptors. Mais attends, mais... du coup là à la fin de la saison régulière Evan Fournier ça a donné quoi avant les playoffs, ça a donné quoi Evan Fournier avec les Celtics? Il y a des joueurs qui sont de futurs agents libres cet été et si ça se trouve on va voir leur dernier match avec leurs équipes. Kyle Lowry est évidemment tout en haut de la liste. Alex a été le joyau de la trade deadline, on se demandait si Philly allait le récupérer, on est passé pas très loin d'un deal entre les Raptors et les Sixers. Au final il est toujours là, mais au final Kyle Lowry on sait ce qui se passe, c'est qu'il est âgé, agent libre, il a envie de jouer le titre et le jour où Masai Ujiri le regarde dans les yeux et lui dit mon pote, on va jouer le titre l'année prochaine avec Chris Boucher et Aaron Baines, crois-moi je vais te révolutionner ça. Surtout qu'en plus vu le blé qu'il a pris Kyle Lowry ces dernières années, il peut tout à fait se permettre d'aller prendre moins cher aux Lakers, aux Clippers, évidemment, aux Sixers ou je ne sais quoi là, ce que évidemment. Tu veux, d'ailleurs. Et tous ces garçons là, tu vois, quand on parle de Kyle Lowry, quand on parle de John Collins peut-être avec les Hawks, de Lauri Markkanen qui va être lui aussi agent libre restreint. Il y a des garçons comme ça là qui font partie de ce groupe des futurs agents libres et je préfère prévenir les fans des Raptors. Il y a peut-être un scénario dans lequel les Raptors qu'on a à peine mentionné reviennent dans la course au play-in tournament. Bon, en soi, ils sont mathématiquement pas très loin, mais quand tu parles de dynamique, je pense que les Raptors, c'est impossible de parler de play-in. Puis alors, revenir dans le play-in, mais alors, après, t'es dans le play-in, encore faut-il pouvoir y gagner des matchs dans le play-in. Enfin, performer. La limite, aujourd'hui, je croyais pas pouvoir dire ça, là, mais aujourd'hui, je miserais clairement plus sur les Wizards. Ah ouais, pareil. C'est pareil, fou. Pareil, hein. Bien sûr.
Sauf que t'es pas très très loin mathématiquement, mais peut-être que, en fait, on va voir prochainement les derniers matchs de Kyle Lowry avec le maillot des Raptors, et c'est pas tous les jours qu'on voit le meilleur joueur de l'histoire d'une franchise se retrouver dans cette décision-là. Donc, je vais profiter des futures minutes de Kyle Lowry et ou de ces Raptors en transition, comment ça se passe avec OG, avec Malachi Flynn, avec tous ces gars-là à développer, avec Gary Trent Jr. qui a montré aussi des belles choses en sortie de transfert de Portland. Bref, à Toronto, je vais être clair, c'est absolument pas le jeu qui va m'intéresser parce que ils me font absolument pas kiffer en ce moment, c'est terrible. Mais par contre, Monsieur Kyle Lowry, c'est peut-être une des pépites de la future free agency, donc je rappelle le 2 août 2021. C'est vrai, intéressant. Il va falloir suivre ça, effectivement. Ton dernier point ? Mon dernier point est un point bleu-blanc-rouge, un point tricolore. Qui concerne Monsieur Killian Hayes, pardon. Ah bah oui, bien sûr. J'écorche son nom. Killian, arrivé à la draft 2020, la dernière draft, donc en 7ème position, si je dis pas de bêtises, chez les Pistons. Début de saison un peu timide, et bim, blessure à la hanche. Après quoi 7-8 matchs, un truc comme ça. Ouais. Dont plusieurs qui se sont retrouvés scoreless. Donc ça, on n'aime pas ça en NBA. C'est jamais bon pour la confiance, ni rien. Et là, en fait, on était quand même vachement inquiets par rapport à cette blessure. Finalement, là, il est revenu. Depuis le début du mois d'avril, en gros. Il a joué quelques matchs. Et personnellement, je trouve ça bien qu'il ait pu revenir dans cette saison et qu'il puisse jouer quelques matchs. De toute façon, les Pistons, ils jouent que dalle. C'est pas leur faire offense que, à part Kate Cunningham ou c'est qui Jalen Suggs, Evan Mobley. Jalen Suggs ou Evan Mobley. En gros, ils espèrent rien du tout de cette fin de saison. D'un point de vue des résultats clairement sportifs, ouais, ça c'est sûr. Bah oui. Par contre, faire jouer leurs jeunes, ça c'est intéressant. Ouais. Et je me suis donc fait quelques petits matchs en replay, là, quelques petits matchs des Pistons, parce qu'il faut pas exagérer non plus, quand les mecs jouent à 3h du mat, les Pistons, désolé les gars. Mais là... En ce moment, c'est une torture. Disons que je suis méchant, disons qu'il y a des meilleurs matchs de basket à regarder en ce moment. Voilà, c'est ça. Là, c'est bien dit ça. Parce que c'était intéressant face aux Cavs. Bientôt, là. Non, mais attends, parce que face aux Cavs, le match là d'hier face aux Cavs notamment, où Killian Hayes fait un pur match, c'est un bon match de basket. Exactement. Non, c'est un bon match de basket, tout à fait. Et d'ailleurs, j'allais venir sur ce match. Donc, Killian, tout de suite, quand même, Dwayne Casey, il a été mollo au début, mais là, Killian, ça fait 3-4 matchs, il a 25 minutes, et même hier, il a eu, puisque le match était serré et que les Pistons sont carrément gagnés. Si je dis pas de bêtises, c'est le match que j'ai regardé, ils ont gagné de 5 points, là, je crois. À la passe, moi, j'ai trouvé ça intéressant. En termes de rythme, j'ai trouvé ça intéressant. En termes de... un peu timide, en termes d'agressivité au scoring, je suis sûr qu'il peut faire beaucoup mieux. Prendre plus le ballon, profiter plus de certains espaces de drive ou de certains espaces mid-range ou à 3 points pour pull-up et shooter. Son petit flotteur main gauche, là. Son petit flotteur main gauche, il a vraiment une belle technique, il a vraiment un très beau toucher, il a vraiment beaucoup de facilité, Killian Hayes, au basket, en fait. Il voit extrêmement bien le jeu. Moi, j'ai kiffé son match à la passe hier. Combien de passes ? Je suis en train de... Il est quasiment en double-double, il est en 12-9. 9 passes, tout à fait. Et sur le replay, pour ceux qui n'ont pas vu ce match, il peut être à 12-13 s'il n'a pas Philippe Lampadaire et Jean-Michel Tréteau à la réception. Ça, c'est sûr que là, c'est clair qu'il y a quelques bonnes passes d'ess qui se finissent en briques. C'est pas de la faute de Killian, mais ça, c'est le jeu. Il y a aussi des balles perdues. Oui. Donc il y a des balles perdues bien cracra. Il y en a, j'en ai une en mémoire là où je sais pas combien il y en a exactement, mais il y en a trop. C'est sûr, surtout quelques-unes qui sont un peu bêtasses. Après, il a 19-20 ans, il va apprendre aussi, un meneur en NBA à cet âge-là, on sait que c'est compliqué. Donc non, j'aime bien le fait qu'il revienne. J'aime bien le fait qu'il revient et Dwayne Casey lui file des minutes et assez rapidement, puisque là, il n'est pas revenu depuis si longtemps que ça. Il fait un match quand même assez correct. J'ai hâte de pouvoir regarder les prochains matchs de Killian Hayes avec les Pistons d'ici la fin de saison pour voir s'il y a au moins une mise en place de cette confiance pour qu'il puisse aller dans son été, avoir une vraie pause, parce que les Pistons, spoiler, ne vont pas aller en play-off. Donc clairement, en mi-mai, c'est fini. Et t'as au moins, au bas mot, 3 mois devant toi avant la reprise de la prochaine saison, ce qui est bien. Et tu peux regarder les playoffs à la télé et tout, donc ça c'est très très bien. Donc je suis vraiment content de ce retour de Killian Hayes. Je crois beaucoup en Killian Hayes. Je pense que techniquement
Et en termes de compréhension du jeu et en termes de technique, je pense qu'il a ce qu'il faut pour être en NBA. Non, bien sûr. Il y a, ce qui est assez plaisant, c'est qu'en effet, il y a 6 semaines, et allez, je dirais il y a 2 mois, je pense déjà entre nous et avec pas mal de gens qui suivaient la NBA, certains posaient la question, est-ce qu'on va revoir Killian Hayes jouer sur la fin de saison ? Il y avait des vraies interrogations sur cette blessure, et on se demandait ce que ça allait donner. Le match que tu dis d'hier, il y a eu quelques matchs évidemment entre Frenchie, hein, le fameux match, c'est des matchs qui sont pareil, pas très intéressants sur le papier, mais qui sont un peu historiques pour nous la France. C'est les fameux Thunder Pistons qui ont eu lieu récemment parce qu'il y avait eu du Jalen Horde, du Sekou, du Malédon et du Killian Hayes. Défensivement, on a toujours ce qu'il faut avec Killian Hayes parce qu'il a déjà compris les lectures et les rotations défensives. Il y a beaucoup de belles choses. Après, il y a aussi des moments d'apprentissage. Reggie Jackson qui débarque et c'est son revenge game et il débarque avec les Clippers à Détroit. Il en a fait un sandwich. C'est comme ça s'appelle une school session. Ça arrive à tout le monde. On a tous un welcome to the NBA moment. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'à la passe, il a été très bon. Là où j'étais particulièrement fasciné pour ceux qui n'ont pas vu le match contre les Cavs, c'est que sur le 4e quart-temps, il commence à scorer, il commence à casser la défense des Cavs, bon, qui n'est pas une référence en la matière, je pense qu'on est d'accord. Mais par contre, lorsque Darius Garland a commencé à se faire avoir 1, 2, 3, 4 fois, parce qu'il y avait les bonnes passes pour Isaiah Stewart, parce qu'il y avait les bons décalages et les petits flotteurs main gauche, ils lui ont mis Okoro sur le crâne, et Okoro, dans la cuvée en termes de défenseur, il y a quand même patron, il n'a pas trop tremblé. Il n'a pas trop tremblé, Kylian, il a vraiment fait le taf. Et ça, c'est un signe d'une confiance qui commence à se construire et à Il granger. a ce côté smooth, technique, tu sais, de ces joueurs NBA qui... Bah oui, il y a un gros défenseur physique sur eux, mais le jeu de Kylian n'est pas basé sur son physique. Enfin, moi, il me fait penser à Dilo. Il peut aller vite. Ouais. C'est pas un jeu basé sur le physique. Ouais. Il y a du physique, il y a plus de vitesse que ce qu'on a l'impression à l'écran. C'est un peu les faux lents et tout ça, là. Mais il y a aussi de la taille, il y a une belle vision, il y a du toucher, du bon handle. Donc il y a beaucoup de choses. Je suis vraiment... je suis impatient de voir la suite, en fait. C'est vrai, Killian Hayes, on a une douzaine, les Pistons, 58 matchs, il leur en reste 14. N'hésitez pas à aller regarder en ce moment les matchs des Pistons, ils doivent avoir quelques petites beautés à la main. Je crois que d'ailleurs sur les back-to-back, ils sont un peu vigilants avec lui. Donc, ils vont faire attention, c'est normal, il revient d'une blessure à la hanche, il est tout jeune, tu joues plus rien sportivement, tu vas pas prendre le risque de blesser ton qui est peut-être ton meilleur espoir. Tout à fait. Et pour faire la transi, évidemment, moi j'ai mon dernier point. Juste, c'est vrai certains le mentionnaient, on a beaucoup parlé de Théo Malédon cette saison en termes de meneur français. Donc, on a dit suffisamment de choses sur lui, parce que je sais que parfois les fans du Thunder disent en ce moment on va parler beaucoup de Killian Hayes parce que ça va très bien. Théo, il a eu aussi son moment de shine et c'est très bien. En ce moment, il a des minutes en tant que titulaire. Donc c'est vrai que les Frenchies ont pas mal de choses à nous montrer sur les 3 prochaines semaines. On a des meneurs titulaires en France, en français en NBA et il s'appelle pas Tony Parker. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas mal. C'est pas mal. Dernier point. Ouais, je l'avais juste noté parce que c'est un garçon, justement, sur le match Pistons-Cavs, il y a juste 2-3 points que je veux surveiller avec Cleveland parce que j'avais besoin de terminer sur une note légère chez nos amis de l'Ohio. Comment dire ? Bon, évidemment, j'ai pas envie de parler de play-in tournament, j'ai plus envie de parler de la draft, etc. Parce que Cleveland, on est sur un projet de transition, ça on le savait. Mais il y a pu y avoir depuis quelques matchs certains line-up qui étaient fortement désirés, c'est-à-dire Darius Garland, Colin Sexton, Isaac Okoro, Kevin Love et ou du Larry Nance Jr. et ou du Jarrett Allen, évidemment. Je vais laisser ces garçons de côté. Il y en a un qui m'intéresse évidemment, c'est le développement offensif de Darius Garland parce que tu vois le talent qui explose maintenant qu'il a les munitions en main. On a parlé beaucoup de Colin Sexton sur le début de saison, le fameux match face aux Nets où il explose. Mais là, Darius Garland, il est en train de montrer que moi aussi, en fait, je peux être un poids lourd au scoring et à la passe, on en avait parlé un petit peu précédemment, mais là sur le mois d'avril, c'est assez impressionnant le niveau d'aisance qu'il a et la façon dont il a compris comment défensivement il peut se défaire de quasiment toutes les situations. Donc j'aime beaucoup le voir jouer en ce moment parce qu'il a plus de moins en moins le côté timide. Et puis juste comment ça va se passer là avec Kevin Love qu'on a revu un petit peu jouer. Kevin Love fait partie des joueurs, je veux dire quel joueur a un plus gros nom et fait partie à une bague et fait partie des équipes, enfin fait partie des joueurs dont on parle le moins en fait. Kevin Love, on a l'impression que maintenant c'est Dean Wade quoi. Enfin tu vois c'est un peu chaud. Et là il joue en ce moment. Et que vont faire les Cavs qui à mon avis ont une transition claire à faire avec Okoro, Jarrett Allen, Larry Nance, Sexton et Garland. Kevin Love, qu'est-ce que ça donne sur les prochaines semaines ? Est-ce qu'il devient transférable cet été, Kevin Love ? C'est beaucoup demandé. Dois-je te rappeler son salaire ? Non. Voilà. Je ne veux pas. Je dis pas que c'est pas faisable. Hein. Je dis juste que va falloir attention. Va falloir envoyer du 3 points. Hein. Va falloir appeler les Rockets, on va faire un swap contre John Wall. Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est chaud en soi, mais et si ça se trouve, ils vont vouloir le garder en tant que présence vétéran à 38 millions la saison, puisque c'est les chiffres dont on a envie de parler. 38 ? Non, Non, moins que ça non, quand même. moins que ça quand même. Je crois que c'est autour de 30. Mais ça fait quand même beaucoup. Je vais me permettre de checker, tu sais quoi, en live, c'est ça qui est bien. Kevin Love, Je crois que c'est autour de 30. Ouais, on doit être autour des 30 millions. On doit pas être à plus que ça quand même. Kevin Love, tiens, Non, bouge je pas. crois Hop, pas. je descends tout de suite. Monsieur Kevin Love, ça va, c'est 31 millions. Combien il en reste 2. Il reste la 2021-22 et elle est dégressive la 2022-23. Ça va, elle est qu'à 29 millions. Enfin, il y en a pour 60 millions sur 2 ans. Voilà. Pour Kevin Love, c'est quand même très très cher par rapport à ce qu'il vient de montrer depuis 18 mois. C'est ça. Je suis pas sûr que ça soit réellement transférable cette affaire. Non, c'est à ça. voir. Donc, quand je suis fan des Cavs et que je me dis, mon projet, c'est quoi ? Si mon projet, c'est ce 5-là de jeunes que j'ai envie de développer, bah, j'ai envie de les voir sur le parquet en fait. Parce que s'il faut attendre, pareil, no spoiler, je crois que les Cavs ne vont pas jouer les playoffs. Tu as un petit doute ? Non, je déconne. Non. Mais si c'est ce groupe-là autour duquel les Cavs ont envie de construire, est-ce que c'est possible de les voir sur le terrain ensemble ? Est-ce que Bickerstaff est capable d'entraîner ou de les entraîner tout court ? Quoi ? Bickerstaff, je pense que c'est une question qu'il faut se poser. JB ? Moi, je pense que, on se la pose depuis l'arrivée. tu vois, mathématiquement, ils sont pas hors du play-in. Je pense qu'avec un autre coach, ils s'en seraient peut-être encore plus près. Il serait peut-être pas très loin en effet. Mais du coup, c'est un petit peu... tu vois, je peux pas mettre totalement les Cavs dans le groupe Orlando-Détroit, de genre on joue rien et on ne sait pas encore le projet comment il se définit. Et je peux pas les mettre non plus dans le groupe Wizards-Bulls-Raptors, où eux, ils ont des joueurs solides, déjà fiables, avec certaines bases de projet et qui ont envie de voir ce que ça veut dire sur c'est le play-in. vrai. C'est un projet intermédiaire avec Où est-ce que t'es le avec les contrat de Kevin Love à gérer, avec beaucoup de jeunes joueurs à développer, à voir lesquels tu veux vraiment mettre en avant, lesquels tu vas garder. On sait que dans ce genre de projet, tu gardes rarement tout le monde. C'est ça. Il y en a souvent un ou deux où au bout d'un an, on se dit « Attends, est-ce qu'ils vont vraiment lui mettre une grosse extension à lui ou est-ce qu'ils vont pas plutôt le jouer ?» Tu vois. Voilà, donc on va voir, ça va être intéressant à suivre. Et c'est vrai que ça commence maintenant sur cette fin de saison où Bickerstaff va avoir l'occasion de tester des choses. Ouais, faut donner quelque chose de stimulant, tu vois. Là, tu parlais pour les Pistons. Je pense que les fans des Pistons, la saison elle se termine demain, ils se disent bon, j'ai hâte de retrouver en octobre prochain Kiki, Isaiah, Jerami, Sadik et tous mes potos. Je dis pas que c'est pas le cas avec les Cavs, mais un truc qui t'excite un peu, où tu te dis, là en l'occurrence, je pense que c'est vraiment Darius Garland, mais est-ce qu'on peut avoir un match, s'il vous plaît, avec notre Young Five, quoi, avec Larry Nance, avec Jarrett Allen, qu'il faut prolonger cet été, etc., etc. Ce sera à surveiller. Voilà pour nos 10 points, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bien. L'Est est complet. L'Est est bouclé. L'Est est bouclé. Je vous refais un petit tour de classement pour ceux qui ont d'autres choses à rajouter. Alex, pendant que je le défile, si tu as des points à donner en Fire Bullets, évidemment, on surveille la fin de saison de Caris LeVert, de Mantas Sabonis et Malcolm Brogdon. Il y a une grosse bataille là pour eux avec l'absence de Miles Turner. C'est clair que l'infirmerie des Pacers a été leur principal ennemi cette saison. C'est quelle saison dure pour eux. Ouais. En termes de blessures. Tout à fait. La bataille entre Mo Bamba et Wendell Carter Jr. pour le poste de pivot à Orlando, parce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus aussi. Je me permets de le glisser. Je sens que ça t'éclate. Ouais, ça m'éclate de ouf. Ça t'éclate de ouf. Non, je sais pas si t'avais d'autres points au cas où. Pauvre Steve Clifford. Ouais, pauvre Steve Clifford, en effet. Mon pauvre, il va devoir faire avec. Dites-nous, vous, quels sont les points que vous allez observer de très très près dans la conférence Est sur les 4 dernières semaines de la saison régulière. On vous attend dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une autre conférence. Si j'ai pas de bêtises, c'est la NBA. On vous fait plein de bisous. À très vite. Ciao.